C'est un dimanche soir glacial, le 18 février 2001. Un homme d'une cinquantaine d'années marche seul dans un parc de banlieue tranquille, juste à l'extérieur de Washington DC. Pour quiconque l'observe, il semble ordinaire. Il n'est pas nerveux, il n'est pas pressé, juste un homme normal qui fait sa promenade du soir. Il s'arrête près d'un petit pont en bois, regarde par-dessus son épaule, fouille dans son manteau, puis place soigneusement un petit sac en plastique sous le pont. Une livraison de routine, simple, rapide et sans erreur. Après tout, il l'a fait avant, plusieurs fois. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette fois, il n'est pas seul. Tout autour de lui, ils attendent, observent, écoutent, retiennent leur souffle. Pendant des mois, le FBI s'était préparé pour ce moment. Des centaines d'agents avaient travaillé sans relâche pour traquer cet homme. Maintenant, ils étaient enfin prêts. Après plus de 20 ans de trahison, la chasse au plus grand traître d'Amérique était sur le point de se terminer. En 1979, un ancien flic de Chicago entre dans une entreprise soviétique à New York. Une que tout le monde sait être une couverture pour les opératifs du renseignement de la guerre froide. Il n'a pas de contact, pas d'expérience et pas de plan. Mais il a quelque chose à vendre. Robert Hansen, qui avait sauté du département de police de Chicago au FBI seulement 3 ans plus tôt, offre de livrer des détails ultra secrets au GRU, l'agence de renseignement militaire de l'Union soviétique. Pour $20 000, Hansen fournit les noms d'au moins 3 agents doubles soviétiques travaillant pour les États-Unis, des hommes qui furent plus tard exécutés. L'un d'eux était Dmitri Polyakov, un général soviétique légendaire et un informateur crucial de la CIA. Pendant des décennies, Polyakov avait secrètement fourni des renseignements qui ont façonné la politique étrangère américaine. Mais grâce à Hansen, il fut arrêté, torturé et exécuté. Une trahison qui envoya des ondes de choc à travers le renseignement américain. C'est un acte de trahison si grave que cela aurait dû être une erreur qui mettait fin à sa carrière. Mais les soviétiques n'ont jamais révélé leurs sources et le FBI n'a jamais rien soupçonné. Quand le FBI n'est pas venu frapper à sa porte, Hansen a réalisé qu'il était invisible, une réalisation qui le rendit extrêmement dangereux pour les années à venir. Et alors, il recommença. Pendant les 2 décennies suivantes, Hansen perfectionna son art. Il ne rencontrait jamais ses contrôleurs russes en personne, ne leur parlait jamais au téléphone. Au lieu de cela, il opérait dans l'ombre, échangeant des informations via des caches mortes dans les parcs, des messages codés laissés sous les ponts, des fichiers cryptés cachés dans des lettres apparemment innocentes. La taupe parfaite, se cachant à la vue de tous. Mais qui était Robert Hansen et comment diable a-t-il trompé l'agence de renseignement la plus puissante du monde pendant plus de 2 décennies? Pour ceux qui le connaissaient, Hansen était la dernière personne que quiconque soupçonnerait d'espionnage. Il n'était pas un espion flamboyant et jouisseur tout droit sorti d'un film d'Hollywood. Il était calme, réservé, un catholique dévot, un père de famille avec 6 enfants. Il vivait dans une maison modeste dans la banlieue de Washington, conduisait une vieille station wagon Toyota et allait à l'église tous les dimanches sans faute. Mais ce que personne ne voit, c'est la vie double et sombre qu'il menait, une vie construite sur la tromperie, les secrets et la trahison. Au milieu des années 1980, il s'arrêta soudainement. Peut-être était-ce de la paranoïa, peut-être était-ce de la culpabilité, mais quelques années plus tard, il revint au jeu. Cette fois, vendant des secrets au KGB, l'agence de sécurité principale de l'Union soviétique, sous l'alias Ramon, et plus tard, B. Et le pire était encore à venir. Une de ses fuites les plus dévastatrices eut lieu à la fin des années 1980 quand il exposa une des opérations de renseignement les plus classifiées d'Amérique. Un tunnel secret souterrain sous l'ambassade soviétique à Washington, construit pour la surveillance. Des millions de dollars avaient été dépensés pour construire le tunnel, mais après que Hansen ait prévenu le KGB, il devint inutile. Les soviétiques le connaissaient, alimentant le FBI avec de la désinformation et rendant des années de travail sans valeur. À chaque fuite, son prix augmentait. Au total, Hansen gagna plus de 1,4 million de dollars en espèces, diamants et dépôts bancaires étrangers. Mais ce n'était pas pour l'argent, pas vraiment. Hansen n'était pas désespéré, il ne se noyait pas dans les dettes et il n'était pas non plus coercé par une puissance étrangère. Il l'a fait parce qu'il pouvait, parce que cela le faisait se sentir intouchable. Pendant des années, Hansen marchait librement dans les couloirs du FBI, se cachant à la vue de tous. Alors que ses collègues enquêtaient sur des espions étrangers, il vendait les secrets les plus profonds de l'Amérique à ces mêmes espions. Il était méticuleux, paranoïaque, prudent, et pendant presque 2 décennies, il s'en est tiré. Mais les fissures commençaient lentement à apparaître. Au milieu des années 1990, le FBI savait que quelque chose n'allait pas. Leurs renseignements fuyaient et des opérations hautement classifiées étaient compromises. Quelque part, au plus profond de leur propre rang, il y avait une taupe. Mais le bureau n'avait aucune idée de qui c'était. Ils concentrèrent leur attention sur un autre suspect, l'officier de la CIA, Brian Kelly. Pendant des années, le FBI le poursuivit, convaincu qu'il était l'espion. Les agents le suivirent, mirent son téléphone sur écoute et l'interrogèrent. Mais peu importe leurs efforts, ils ne pouvaient pas trouver de preuves. Parce que Brian Kelly n'était pas la taupe.
Le vrai traître était assis dans un bureau juste au bout du couloir. Hansen avait fait quelque chose que personne n'avait prévu. Il n'avait pas seulement vendu des secrets américains, il avait retourné les propres tactiques de contre-espionnage du FBI contre eux. Il prouvait sa propre supériorité. Il se voyait comme l'homme le plus intelligent de la pièce, se moquant des mesures de sécurité du FBI et les appelant des amateurs dans ses notes cryptées au KGB. Il savait comment ils enquêtaient sur les taupes, comment ils menaient la surveillance et comment ils rassemblaient les preuves. Et il utilisait cette connaissance pour garder une longueur d'avance à chaque tournant. Quand le FBI se rapprochait trop, il reculait. Quand de nouvelles mesures de sécurité étaient introduites, il s'adaptait. Et pendant des années, il resta invisible. Mais aucun espion n'est parfait. Aucune couverture ne dure éternellement. Et à la fin, ce n'était pas la surveillance high-tech ou un travail de détective brillant qui l'abattit. C'était une seule erreur, un faux pas négligent, le genre d'erreur que seul un homme qui se croyait intouchable ferait. Et quand cette erreur arriva, tout le FBI regardait. Ce n'était pas un lapsus, ce n'était pas un transfuge nommant des noms, ce n'était même pas une opération de surveillance qui l'exposa finalement, c'était un sac poubelle. L'espionnage de Hansen avait toujours été défini par la précision. Ses caches mortes étaient soigneusement planifiées, ses communications étaient cryptées. Il ne prenait jamais de risques inutiles. Mais après 22 ans de jouer l'espion parfait, il devint négligent. À la fin de 2000, le FBI paya 7 millions de dollars pour un dossier classifié d'un informateur à l'intérieur du renseignement russe. Dans le dossier se trouvait quelque chose qui changea tout, un enregistrement vocal. Sur la bande se trouvait la voix d'un espion américain donnant des instructions à ses contrôleurs russes. L'informateur ne connaissait pas son nom, mais il avait une pièce cruciale de preuve, un sac poubelle en plastique. Dans le dossier se trouvait un sac poubelle déchiré que la taupe avait une fois utilisé pour emballer une livraison de matériel classifié. Et sur ce sac, écrite à l'encre bleue, se trouvait une empreinte digitale partielle. Pour la première fois, le FBI avait une piste physique. Alors, une équipe judiciaire se mit au travail immédiatement. L'empreinte digitale était faible, mais il y en avait assez. Assez pour l'associer à un homme, Robert Hansen. 22 ans de double jeu, et l'espion qui se croyait intouchable venait de signer sa propre condamnation d'une empreinte digitale. Le FBI tenait enfin son traître, mais le savoir ne suffisait pas. Il fallait maintenant le prouver. Ils avaient besoin de preuves. Et pas n'importe quelle preuve. Des preuves si indéniables que Hansen n'aurait aucune échappatoire. Pendant 2 décennies, il avait évité la détection, déjouant tous les efforts de contre-espionnage. S'il bougeait trop tôt, il pourrait disparaître. S'ils attendaient trop longtemps, ils pourraient arrêter d'espionner complètement. Ils avaient une chance de bien faire les choses. Alors, ils lui tendirent un piège. D'abord, ils créèrent un écran de fumée. Ils assignèrent à Hansen un nouveau travail, un poste exécutif au siège du FBI, supervisant un projet fictif de surveillance cyber. En réalité, c'était un bureau sans autorité réelle, sans accès aux renseignements classifiés, juste un moyen de le garder contenu. Ensuite, ils regardèrent. Les agents le suivirent partout. Sa maison, son bureau, sa voiture. Ils fouillèrent ses poubelles, analysèrent ses mouvements et surveillèrent ses comptes bancaires. Ils installèrent même des caméras cachées dans son bureau. Si Hansen faisait un faux mouvement, il le verrait. Pourtant, il ne brisa pas le schéma. Il bougeait prudemment et il ne vacilla jamais. Mais en février 2001, tout changea. Hansen envoyait un message à ses contrôleurs russes, un avertissement. Il leur dit qu'il soupçonnait que le FBI était sur sa piste. Il savait que quelque chose n'allait pas, que les futures livraisons étaient dangereuses, qu'il devait disparaître. Et pourtant, il ne le fit pas. Pendant des années, il avait été méticuleux, paranoïaque, prudent. Mais maintenant, les murs se resserraient. Peut-être étaient-ce les regards étranges au siège du FBI, le silence gênant quand il entrait dans une pièce, ou la réalisation rampante que d'une manière ou d'une autre, il avait déjà perdu. Hansen n'était pas stupide, il connaissait les règles du jeu. Le moment où un espion commence à soupçonner qu'il est compromis, c'est déjà trop tard. Peut-être que c'est pourquoi il accepta une dernière livraison. Pour le FBI, c'était ça, le moment qu'ils avaient attendu. Leur dossier avait été construit sur des années. Ils avaient les enregistrements, les documents et l'empreinte digitale. Maintenant, ils n'avaient besoin que d'une chose de plus. Hansen prit sur le fait. S'il disparaissait avant la livraison, il pourrait ne jamais avoir une autre chance. Il serait parti pour toujours, laissant le FBI humilié, déjoué et exposé. Mais Hansen ne courut pas, il ne disparut pas. Au lieu de cela, il marcha droit dans leurs mains. Le matin du 18 février 2001, Robert Hansen fit ce qu'il faisait toujours. Il assista à la messe avec sa femme et ses enfants. Il serra la main des voisins, sourit aux autres paroissiens. Pour le monde, il était un homme ordinaire. Après l'église, il rencontra son ami le plus proche pour le petit déjeuner. Ils parlèrent de leur famille, de leur futur, de leurs plans pour la semaine à venir. Puis Hansen déposa son ami à l'aéroport et conduisit jusqu'au parc Foxstone, à seulement quelques minutes de chez lui. Il avait répété cette routine une centaine de fois auparavant. Chaque livraison aussi fluide que la précédente. Mais ce soir, quelque chose semblait différent.
Les avertissements qu'il avait envoyés à ses contrôleurs résonnaient dans son esprit. Avait-il attendu trop longtemps? L'avait-il déjà abandonné? Ses yeux se dirigèrent vers le rétroviseur, vide, juste un autre soir tranquille en banlieue. Avec une expiration lente, il sortit de sa voiture et récupéra un sac en plastique étroitement scellé avec du ruban adhésif transparent. À l'intérieur, des documents classifiés, des messages cryptés et les secrets les plus profonds du gouvernement des États-Unis. Il marchait dans le parc comme il l'avait fait pendant des années. Même pont, même site de livraison, mais ce soir, le silence semblait plus lourd. Le parc était vide, pourtant quelque chose à ce sujet semblait faux. Il jeta encore un regard par-dessus son épaule. Rien, juste le vent bougeant à travers les arbres. Repoussant cette pensée de côté, il avança. Il plaça le paquet sous le pont et se retourna vers sa voiture. « FBI, FBI, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas !» En quelques secondes, il était entouré. Hansen ne résista pas. Il n'y eut pas de lutte, pas de tentative désespérée de s'échapper. Il se tint simplement immobile, sa respiration régulière. Le poids de 2 décennies s'effondra en un instant. Le moment qu'il avait craint, le moment qu'il s'était longtemps convaincu ne viendrait jamais, était là. Son regard passa d'un agent à l'autre, cherchant de l'hésitation dans leurs yeux, un signe qu'il pourrait encore avoir le contrôle. Mais il n'y en avait aucun. Le jeu était terminé. Robert Hansen se tourna vers l'agent principal et marmonna 4 mots. « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» Après 22 ans de tromperie, c'était fini. Le plus grand traître d'Amérique était finalement arrêté. Dimanche, le FBI a conclu avec succès une enquête pour mettre fin à une brèche très grave dans la sécurité des États-Unis. L'arrestation de Robert Hansen pour espionnage devrait nous rappeler à tous. Chaque Américain devrait savoir que notre nation, notre société libre, est une cible internationale dans un monde dangereux. Dans les heures qui suivirent son arrestation, Hansen s'assit dans une salle d'interrogatoire du FBI, silencieux. Il ne demanda pas d'avocat et il ne nia pas les charges. Il savait qu'il n'y avait pas d'issue. Au cours des jours suivants, alors que les agents fouillaient sa maison, son bureau et ses dossiers bancaires, l'ampleur complète de sa trahison devint claire. Il avait vendu des milliers de documents classifiés aux Russes, compromis d'innombrables opérations et mis des vies américaines en danger, tout en siégeant au cœur même de la division de contre-espionnage du FBI. Confronté, Hansen ne supplia pas pour la miséricorde ou n'offrit pas d'excuses. Il n'essaya pas de justifier ses actions. Au lieu de cela, il fit un accord, plaidé coupable à 15 chefs d'accusation d'espionnage en échange d'éviter la peine de mort. Le 10 mai 2002, il se tint devant un juge fédéral, sans émotion, alors qu'il était condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant les 21 années suivantes, l'homme qui avait une fois commercé en secret vécut dans un isolement complet. Aucun contact avec le monde extérieur, aucun visiteur, aucune échappatoire. Pendant 23 heures par jour, il s'asseyait seul dans sa cellule avec rien d'autre que le temps. Un homme qui avait une fois bougé sans être détecté à travers les plus hauts niveaux du renseignement américain n'avait maintenant nulle part où se cacher. Le 5 juin 2023, Robert Hansen fut trouvé sans réaction dans sa cellule de prison. Il mourut seul. Mais les dégâts qu'il a causés persistent encore. Certains des renseignements qu'il a vendus restent classifiés à ce jour. Ces trahisons ont remodelé la politique de contre-espionnage américaine. Et même maintenant, des décennies plus tard, la question demeure. Pourquoi? Pourquoi un homme avec le pouvoir, le privilège et l'accès aux secrets les plus profonds de son pays a-t-il choisi de tout trahir? Peut-être que la vraie réponse est celle qu'il a donnée quand ils l'ont finalement attrapé. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps?